Personne ne savait d'où elle venait, pas même elle. Elle était juste là, un matin gris à Paris, assise sur les marches de la rue Mouffetard, les yeux fixés sur le sol, les lèvres qui bougeaient tout doucement, comme si elle parlait. À quelqu'un qu'on ne voyait pas. Les gens passaient, pressés, les bras chargés de sacs, et personne ne remarquait qu'il y avait une petite fille qui chantait dans le vide. Pourquoi une gamine choisirait de chanter dans les rues d'une ville aussi froide et distante? Et pourquoi elle s'acharnerait autant, même quand personne ne semble l'écouter? Parce que parfois, la seule façon d'être remarqué, c'est de forcer le monde à t'écouter. Parce que quand on a tout perdu, même son enfance, une chanson peut être le seul lien entre ce qu'on est et ce qu'on aime. Clara ne chantait pas par plaisir, elle chantait parce qu'elle en avait besoin. Parce que sinon, elle disparaissait pour de bon. Elle devait avoir 10 ans à peu près. Mais dans ses yeux, on lisait des années d'absence. Elle portait un manteau trop grand pour elle, usé, avec les poches toujours pleines de bouts de papier. Dans l'une d'elles, pliée et jaunie par le temps, il y avait un petit mot écrit à la main, quelques lignes d'une chanson. L'écriture était fine, douce, peut-être de sa mère, peut-être de son père. Clara ne s'en souvenait plus. Mais la mélodie, ça, elle l'avait jamais oublié. Dans le foyer où on l'avait placée un peu par hasard, personne ne savait quoi faire d'elle. Clara, elle, c'était tout ce qu'il y avait sur son dossier. Pas de nom de famille, pas d'antécédents, pas de famille connue. On l'avait trouvée près de la station Porte d'Italie, perdue, tenant juste ce billet et une écharpe. Rouge, quand on lui a demandé une fois si elle savait où étaient ses parents, elle a juste dit « Ils m'ont dit que si je chantais cette chanson, ils me retrouveraient. » Depuis ce jour-là, chanter est devenu son rituel, sa façon d'allumer, une lumière dans le brouillard parisien. Clara s'échappait du foyer dès qu'elle le pouvait. Elle traînait dans les rues du quartier latin, là où les artistes croisent les touristes, où les sans-abri partagent les trottoirs avec les musiciens du conservatoire. C'est là qu'elle se posait et qu'elle chantait, les yeux souvent fermés, comme si en chantant, elle essayait de reconstituer un visage, un souvenir, un chez-soi. Le froid mordait ses doigts. Les pièces, quand il y en avait, étaient rares, mais elle s'en fichait. Clara ne voulait pas d'argent. Elle voulait être reconnue. Ce matin-là, un couple est passé devant elle. La femme lui a souri un instant, puis a détourné le regard. L'homme a laissé tomber une pièce. Clara a continué à chanter doucement. Et elle s'est demandé pour la 100e fois, et si aujourd'hui c'était le jour où ils m'entendent. Dans la ligne 6 du métro, entre Place d'Italie et Nation, les rames tanguaient comme si elles étaient ivres. Clara descendait toujours à la même station, Chevaleret. Elle savait que là, il y avait moins de monde et moins de contrôle. Avec la guitare qu'elle avait empruntée à un garçon du foyer, corde détendue, accordée au hasard, elle commençait à chanter. Personne ne s'arrêtait. Certains détournaient le regard. D'autres faisaient semblant d'être absorbés par leur téléphone. Parfois une pièce tombait sans un mot, sans un regard. Mais la plupart du temps, les gens passaient comme si Clara faisait partie du décor, comme si elle avait toujours été là, entre les carreaux gris et l'odeur métallique du sous-sol. Il y avait des jours où elle chantait les yeux ouverts, cherchant des visages familiers. D'autres, elle préférait les fermer, s'imaginant seule dans un monde où chanter suffirait à exister. C'est un de ces matins-là qu'un vieux monsieur à la peau foncée et au large sourire s'est assis. À côté d'elle, un tambourin entre les mains. Il a posé un rythme léger, régulier, et l'a accompagnée. Elle a hésité au début, puis elle a continué. Pour la première fois, quelqu'un jouait avec elle. « Si tu veux chanter ici, faut y mettre de l'âme, non ?» a-t-il dit en souriant. Clara lui a rendu un petit sourire. C'était le premier geste de gentillesse qu'elle recevait depuis des semaines. Ensemble, ils ont fait quelques mini-concerts improvisés dans les rames vides. Elle chantait, lui tapait des mains et jouait du tambourin. Les gens ont commencé à les remarquer. Quelqu'un a filmé, la vidéo a fini sur Instagram avec cette légende, petite voix perdue mais pas silencieuse. Au foyer, la vidéo est tombée entre de mauvaises mains. La directrice l'a vue. Le lendemain,
on a fouillé les affaires de Clara. On lui a confisqué la guitare. Le billet a été déchiré, pris pour un bout de papier inutile. Elle s'est enfuie la nuit même. Elle a dormi contre une colonne à la gare d'Austerlitz, couverte seulement par son écharpe rouge. Elle chantonnait doucement, presque en chuchotant, pour ne pas pleurer trop fort. En pleine nuit, un homme barbu, les habits fatigués, lui a tendu une pomme. « Cette chanson », dit-il les yeux brillants, « qui t'a appris ça ?» Clara a répondu sans hésiter. « Mes parents. » Mais ils se sont perdus. Les cloches du Sacré-Cœur résonnaient au loin, se mélangeant au pas des touristes et au rire des enfants sur le manège. Clara s'installait toujours au même endroit, sur les marches, à côté d'un peintre, de portraits rapides. Là, au moins, on l'ignorait poliment, comme si elle faisait partie du paysage, pas une erreur dans le décor. Elle a commencé à chanter plus souvent sa chanson en morceaux. Les paroles lui revenaient facilement, les pauses aussi. Mais il y avait des trous, des bouts qu'elle ne retrouvait plus, des mots effacés par le choc. Un matin, une vieille dame aux cheveux d'argent s'est approchée doucement et lui a touché l'épaule à la fin du refrain. « Ah, cette chanson, je l'ai déjà entendue. » Clara a écarquillé les yeux. « Où ça? Ici, sur cette place, il y a bien des années. Un jeune couple la chantait ensemble au coucher du soleil. Il avait une fille? Je ne sais pas, mon ange. Mais je me souviens de la voix de la femme. Elle ressemblait à la tienne. C'était la première vraie connexion. Un fil de mémoire tissé dans les rues de Paris. » Clara sentit son cœur s'emballer. Le même jour, un monsieur qui vivait à Montmartre depuis des décennies l'aperçut et s'arrêta. Il dit que son visage lui disait quelque chose. Il l'amena jusqu'à la loge de son immeuble et sortit une boîte pleine de vieux journaux où il gardait des coupures bizarres. Parmi elles, une affiche froissée de enfants disparus. Elle datait de 6 ans. Le visage était plus rond, les cheveux plus longs, mais les yeux, c'étaient les siens. « C'est toi ?» demanda-t-il, doucement. Clara ne savait pas, ou ne voulait pas savoir. Elle fixa l'image longtemps, puis s'enfuit sans un mot. Elle se réfugia sur les marches de la basilique, serrant l'écharpe rouge contre sa poitrine. Elle se sentait nue, comme si le monde venait de lui arracher une autre couche de protection. Ce soir-là, alors que le ciel virait au bleu profond, un touriste américain posta une photo en noir et blanc de Clara en train de chanter avec la légende « There's a ghost singing in Montmartre ». Il y a un fantôme qui chante à Montmartre. La photo devint virale. Des artistes, des curieux, des musiciens commencèrent à commenter. Parmi eux, un profil attira l'attention. Un ancien musicien de rue écrivit « Cette gamine ». Elle chante le refrain perdu. Seuls ceux qui ont vécu dans les rues de Paris connaissent cette chanson. Clara dormit là, entourée de silence et d'étoiles. Dans ses rêves, cette nuit-là, elle entendit des voix familières. Celle de sa mère chantant avec elle, celle de son père qui riait au loin. Elle se réveilla les yeux pleins de larmes, avec une question brûlante dans le cœur. Si cette chanson est réelle, alors peut-être que leur souvenir l'est aussi. Au 3e après-midi passé sur le coin de la rue des Saules, Clara chantait comme si sa peau était à vif. Le vent glacé mordait ses doigts. L'écharpe rouge pendait lâchement autour de son cou. Et ses yeux, ils étaient encore plus fermés qu'avant. Sur le trottoir d'en face, devant une galerie d'art, un homme terminait une présentation privée. En costume sombre, guitare dans le dos, il parlait doucement avec quelques collectionneurs. Mais quand il entendit cette mélodie, cette note aiguë, étrangement familière, il s'arrêta. Le son traversa la rue comme une mémoire qu'on ne peut pas enterrer. Luc Bellan, le plus grand guitariste de jazz manouche de France, resta figé. Il traversa la rue lentement, guidé par la voix. Une fois proche, il s'adossa à un lampadaire et attendit la fin de la chanson. Clara ouvrit les yeux et le fixa comme si elle venait d'être surprise à rêver tout haut. Elle ne dit rien, ramassa son écharpe et s'enfuit par une ruelle. Le lendemain, il revint. Elle le vit de loin et s'enfuit encore. À la 3e tentative, Luc ne bougea pas. Il laissa juste un mot sur la marche où elle s'asseyait. « Je reviens demain. Apporte ta voix. La ville a besoin de t'entendre. » Le 4e jour, Clara était là.
silencieuse, méfiante. Luc aussi, il ouvrit son étui, accorda la guitare sans un mot, puis demanda « Quelle est la tonalité de ta nostalgie ?» Elle ne comprit pas tout de suite, mais répondit avec la première note de la chanson, et ils jouèrent. Luc suivit le rythme de sa voix, comme s'il le connaissait depuis toujours. Les cordes dansaient avec les paroles écorchées que Clara gardait en elle. C'était improvisé, c'était bancal, c'était vrai. Quelques passants s'arrêtèrent, filmèrent. Une des vidéos fut postée avec la légende « Quand un maître rencontre un écho oublié ». La vidéo fit exploser les réseaux en France. Pour la première fois, le prénom Clara, même sans nom de famille, atteignit des endroits qu'elle n'aurait jamais imaginés. Parmi les milliers de commentaires, un message simple apparut. « Je la connais, c'est ma nièce ». Luc vit le message, le lut 3 fois, puis regarda Clara qui fredonnait une nouvelle mélodie, les pieds qui balançaient dans le vide. Elle ne savait pas encore, elle ne se doutait de rien. Mais à cet instant, pour la première fois, elle ne chantait pas pour être retrouvée. Elle chantait parce que quelqu'un avait enfin pris le temps d'écouter. Le téléphone de Luc vibra sans arrêt. Appels de journalistes, d'agents, de maisons de disques. Mais parmi tous ces contacts, un appel ressortait. Il venait de Lyon. La voix au bout du fil tremblait. « Monsieur Bellan, la fille dans votre vidéo, elle s'appelle Clara. C'est ma nièce. » Luc resta silencieux. La femme raconta ce qu'elle savait. Elle était la sœur de la mère de Clara. On lui avait dit que sa nièce avait disparu pendant une intervention policière dans un squat près de Paris des années plus tôt. Les parents avaient été séparés dans la panique. La mère avait fait une crise et fut hospitalisée en urgence. Le père, un migrant sans papier, fut expulsé vers la Belgique. Clara avait disparu. « Et cette chanson ?» demanda Luc. C'était le mot de passe, un code entre eux. S'il leur arrivait quelque chose, elle devait la chanter, et il la retrouverait. Luc raccrocha lentement. Il regarda Clara, endormie, enroulée dans son écharpe, sur le canapé du petit studio où il l'hébergeait maintenant. Il sentit une boule lui monter à la gorge. Comment dire tout ça à une enfant qui avait chanté pendant des années juste pour survivre? Le lendemain matin, il prépara du thé, coupa du pain et s'assit à côté d'elle. Il lui tendit une vieille photo, sa mère et son père, souriant dans un parc. « Tu te souviens d'eux ?» Clara plissa les yeux. Le silence dura plusieurs minutes. Puis elle murmura « Il me chantait ça pour m'endormir. » Luc hocha la tête et il lui dit la vérité. À propos de sa tante, de Lyon, de l'hôpital, de son père quelque part en Belgique, Clara ne réagit pas tout de suite. Elle prit la photo et la serra contre son cœur. Elle ne pleura pas, elle ne parla pas. Elle commença juste à chanter, tout doucement, sans guitare, juste sa voix. Les jours suivants, Luc reçut des invitations pour que Clara chante dans des festivals et des émissions de télé. Elle accepta quelques propositions, mais à une seule condition, chanter toujours la même chanson. « Tant qu'ils ne m'ont pas entendu, je chante rien d'autre. » Sa tante commença à l'aider à chercher son père. La police française ouvrit un dossier de recherche familiale, mais c'était lent, long, glacial. Et pourtant, quelque chose avait changé. Clara existait aux yeux du monde. On l'écoutait. Son visage était dans les journaux, sa voix dans les vidéos. Son histoire, enfin, commençait à être racontée, mais son cœur continuait d'attendre. Clara chantait désormais sur de vraies scènes. Fini les marches mouillées et les stations glacées. Maintenant, c'était des auditoriums chauffés, entourés de projecteurs et de micros brillants. Luc l'accompagnait à chaque concert. Le public l'applaudissait debout. Des enfants lui demandaient des autographes. Les adultes pleuraient. Tout le monde disait que sa voix était l'âme de Paris. Mais en elle, un vide restait. Lors du plus grand événement jusqu'alors, un concert à l'Opéra de Paris, retransmis en direct dans tout le pays, Clara monta sur scène, les yeux rivés au sol. Elle portait une robe blanche toute simple, l'écharpe rouge posée sur les épaules. Quand la musique commença, elle hésita.
La première note tremblait, la deuxième échoua, et puis le silence. Un silence lourd, douleur nue. Clara pleura. Devant tout le monde, Luc courut vers elle, la serra dans ses bras et murmura « C'est bon, tu n'as pas besoin d'être forte maintenant. » Après ce jour-là, le planning des concerts fut suspendu. Luc décida de la protéger de cette pression. Elle avait besoin de respirer, mais Clara, elle, avait l'impression de revenir au point de départ. Sans les scènes, sans les lumières. Le poids de l'absence revint d'un coup. Elle recommença à sortir en cachette, retournait dans les rues, cachait son visage sous un bonnet et chantait comme avant, seule, sans projecteur. C'est lors d'un de ces jours-là qu'une dame l'aborda discrètement au coin de la rue Oberkampf. Elle avait un regard hésitant et une enveloppe fine dans les mains. « Je t'ai reconnu. Désolé de te faire peur. » Clara se figea. « Tu es Clara, hein? Je t'ai vue à la télé. »« Vous êtes qui? » ?»« Une vieille amie de ton père. Il est en vie. Il habite à Charleroi, en Belgique. Voici l'adresse. » Le papier tremblait dans ses mains. Clara prit l'enveloppe sans dire un mot. Son cœur battait comme un tambour. Elle rentra en courant et montra le billet à Luc. « C'est vrai ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, mais s'il y a une chance, on va la saisir. » Ce soir-là, Clara chanta encore. Pas pour le public, pas pour être vue. Elle chanta pour le chemin. Elle chanta parce qu'il y avait un espoir réel. Elle chanta parce que, pour la première fois, la chanson montrait une direction. Le voyage jusqu'à Charleroi fut long, gris et silencieux. Clara regardait le paysage défiler par la fenêtre du train, l'écharpe rouge serrée entre les doigts, comme un bouclier contre les doutes qui serraient son cœur. Luc, à côté, restait silencieux. Il savait que n'importe quel mot serait de trop. En descendant à la gare belge, le froid les accueillit comme une vieille mémoire. Clara tenait le billet avec l'adresse. Il était froissé, presque déchiré sur les plis, comme sa mémoire, incomplète, mais tenace. La rue était étroite, pavée, calme. Les fenêtres, toutes fermées. Un silence suspendu. Clara s'arrêta devant la porte indiquée, inspira profondément et frappa. Il fallut quelques secondes. Un homme ouvrit la porte. Ses cheveux étaient grisonnants, sa barbe longue, son visage fatigué. Quand ses yeux croisèrent ceux de Clara, le temps s'arrêta. Il ne dit rien, Clara non plus. Il regarda l'écharpe, fit un pas en avant, tendant la main lentement, comme pour toucher un rêve. Cette écharpe appartenait à ta mère. Clara hocha la tête. L'homme tomba à genoux. Il pleura, cacha son visage dans ses mains. Elle resta là, immobile, comme si elle avait encore besoin d'être sûre. Mais son cœur savait déjà, c'était lui, c'était son père. Il l'attira doucement contre lui. Pas un câlin fort, pas un geste désespéré, juste ferme, comme pour dire « on ne se perdra plus ». Pendant des heures, ils restèrent assis à la petite table du salon. Il lui raconta ce qu'il avait vécu, l'expulsion, les recherches, un sans fin, le silence des autorités. Il montra des lettres jamais arrivées, des photos accrochées au mur. Il avait toujours attendu, jamais cru qu'elle était morte. « Tu chantais ?» demanda-t-il. « Tous les jours, le lendemain, tous, les trois, Clara, Luc et son père, repartirent pour la France. Mais avant, ils firent une halte à Lyon. À l'hôpital, la mère de Clara était pâle, le regard vide. Des années d'internement avaient effacé ses traits d'autrefois. Mais quand Clara entra dans la chambre, une étincelle brilla dans ses yeux. Clara ne dit rien. Elle commença à chanter, la même chanson, la même cadence, les mêmes vers inachevés. La mère cligna des yeux, ses mains tremblaient, et peu à peu ses lèvres bougèrent. Clara, c'était le plus beau mot que Clara ait jamais entendu. Le rétablissement de la mère prit du temps. Les médecins disaient que cette retrouvaille avait provoqué une réaction émotionnelle rare, quelque chose que même les médicaments n'avaient pas réussi à éveiller. Elle restait fragile, mais désormais, elle regardait Clara dans les yeux. Elle caressait son visage doucement, elle souriait, même faiblement.
Et chaque soir, elle demandait à entendre la chanson. Clara chantait à voix basse, assise au bord du lit, et sa mère fermait les yeux, comme si chaque note ramenait un petit bout de ce qui avait été perdu. Quand elle put enfin sortir de l'hôpital, la famille s'installa dans un appartement simple à Paris, près du canal Saint-Martin. Luc était toujours là. Plus qu'un mentor, il faisait partie de la famille maintenant. Il appelait Clara ma petite voix du destin. Les propositions continuaient d'affluer. Enregistrements, interviews, plateaux télé. Mais Clara en refusait la majorité. Elle voulait chanter, oui, mais à ses conditions, à son rythme, avec sa vérité. C'est alors que Luc eut une idée. Et si on faisait un concert, un seul, mais pas n'importe lequel, un concert qu'on appellerait La Voix retrouvée. Une scène pour raconter tout ce qui n'a jamais été dit. Clara réfléchit un instant, puis elle sourit. Pour la première fois, ce n'était pas un sourire mélancolique. C'était léger, sincère. L'événement eut lieu à la Philharmonie de Paris, salle comble. Les fonds furent reversés à des ONG d'aide aux enfants disparus. Dans la salle, il y avait des journalistes, des artistes, d'anciens compagnons de rue et des dizaines de familles séparées par la guerre, la misère, la vie. Clara monta sur scène avec une robe bleu marine et son écharpe rouge autour du cou. La guitare reposait sur ses genoux. Luc était là, en arrière-plan, silencieux. Avant de chanter, je voudrais juste dire une chose, dit Clara, la voix tremblante. Cette chanson m'a gardé en vie, et aujourd'hui, elle m'a ramené à la maison. La salle devint muette, et puis elle chanta. Mais cette fois, ce n'était plus la version fragmentée d'avant. C'était la chanson entière, reconstruite avec l'aide de sa mère, vers après vers, comme un puzzle de souvenirs enfin reconstitués. À la dernière note, Clara ferma les yeux. Le public resta silencieux quelques secondes. Puis, comme une vague, vinrent les applaudissements, debout, émus, infinis. Elle n'avait plus besoin de dire quoi que ce soit. Le lendemain matin, Clara retourna à l'endroit où tout avait commencé, les marches de la rue Mouffetard. Elle s'assit au même endroit, observa les passants, retira doucement son écharpe et la plia avec soin. Elle chanta une dernière fois, là, pas pour être retrouvée, mais pour remercier de ne jamais avoir cessé de chanter. Si des histoires comme celle de Clara ont touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne. Ici, chaque voix oubliée trouve enfin quelqu'un qui écoute vraiment.